Donc, bienvenue à tous. Voilà, la centaine de participants est dépassée. Donc, nous allons démarrer ce webinaire de partage d'expérience. Comme présenté ici dans le Save the Date, nous allons du coup avoir 3 présentations. La première, le déploiement de la conciliation médicamenteuse avec Emeline Pinot-Blondel du Change, CH Annecy-Genevois. La deuxième intervention, ce sera là, une revue d'intervention pharmaceutique, donc une revue des IP avec l'établissement, le CH d'Issoire, avec Mélanie Pagani comme intervenant. Et la troisième présentation, ce sera une revue de pertinence des prescriptions avec deux intervenantes. Et l'établissement, c'est le centre hospitalier du Haut-Bugey. Et nous aurons Marine Lazaro et Nathalie Day comme intervenants. Sans plus d'introduction, je vais donc donner la parole à Emeline pour le change et donc pour le déploiement de son partage d'expérience sur le déploiement de la conciliation médicamenteuse. Emeline, à toi le micro et à toi le partage. Et Karine, c'est est-ce que c'est c'est parfait. tout? Très bien. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler au nom de l'équipe de pharmacie clinique du Change. Donc, on va aborder le déploiement de la conciliation médicamenteuse et je suis plutôt d'accord avec le second titre, hein, comment mettre en œuvre des bilans de médication à moyens humains constants. Juste pour situer un petit peu, donc, nous sommes un établissement de 1500 lits, Bicite, Annecy et Saint-Julien, comme tu disais, Karine. Et en termes d'équivalent temps plein, de pharmaciens, cliniciens dédiés à la pharmacie clinique, c'est difficile à chiffrer puisque comme on a pratique tous, beaucoup d'activités dans notre établissement, on est à peu près à 3-4 équivalents temps plein en moyenne, parce qu'il y a beaucoup de fluctuations, selon le temps. Donc pour le déroulé de la présentation, en accord avec Karine, je vous propose, de vous montrer un petit peu, comment, avec, pragmatisme, on a essayé de faire évoluer, notre activité, de conciliation médicamenteuse, de façon, chronologique. En préambule, ce qui est important, donc 4 points. Point formation, validation des méthodologies, évaluation régulière et un petit point terminologie. D'abord concernant la formation, tous les pharmaciens qui pratiquent, cette activité de bilan de médication sont des pharmaciens, cliniciens qui ont été formés à la pharmacie clinique au cours, de leur internat. Donc on est assez nombreux, à avoir été formés, au CHU de Grenoble et ailleurs. Tout le monde a été formé, aux outils, que l'on utilise et on a la chance de pouvoir, mettre en place, chaque semaine un staff de pharmacie clinique qu'on utilise dans un but de formation continue. Donc au cours de ce staff, on peut reprendre des dossiers, pour lesquels on a eu des demandes de conciliation, pour, partager un petit peu, l'expérience et s'assurer d'une formation continue sur ce point-là. Autre point pour la formation, on a créé une formation, change, concernant la conciliation médicamenteuse pour faire participer les préparateurs. Donc on a fait une formation théorique et une formation, pratique, avec des mises en situation. Cette activité est proposée à tous les préparateurs, mais c'est sur la base du volontariat. Les médecins ont été également, sensibilisés à cette activité puisque la conciliation médicamenteuse, ça n'est pas la chasse gardée, du pharmacien. Donc on essaie de bien, former les médecins, chaque semestre à l'arrivée des internes pour leur expliquer ce qu'est la conciliation médicamenteuse et déjà pour leur faire comprendre que lorsqu'ils accueillent un patient, le bilan, médicamenteux précis est très important et si, nécessité, on peut intervenir. Le deuxième point, donc pour valider les différentes méthodologies, que je vais vous présenter par la suite, on est vigilant à ce que ça ne soit pas que les pharmaciens qui valident la méthodologie, mais on a créé donc un copil pluridisciplinaire, pharmacie clinique, où interviennent des médecins et des pharmaciens. Tout ce que nous créons en termes de méthodologie, nous le proposons et nous le faisons valider en CME et dans toutes nos démarches, on n'oublie pas le secteur ville. Donc on a la chance d'avoir mis en place un copil ville-hôpital sur la prévention de iatrogénie médicamenteuse, sur le change. Et concernant la conciliation, on a fait un travail avec les pharmaciens, d'officine
pour, déjà pour, faire en sorte que lorsqu'on a besoin de recueillir un historique, on passe bien par la messagerie sécurisée Mon Sisra, et aussi on a un certain nombre de retours des pharmaciens d'officine en cas de doute, quant à des ordonnances de sortie. Troisième point, on évalue régulièrement, nos méthodologies pour les adapter, vous le verrez, dans la suite. On fait une analyse, quantitative, et puis on interroge bien évidemment les équipes médicales pour avoir un petit peu leur retour, quant aux pratiques proposées. Et le dernier point pour être tous d'accord, un petit point en terminologie. Donc, dans toute la présentation pour, ça soit un petit peu plus simple, le bilan de médication, je l'intitulerai BIMED. Mais, juste pour préciser ce que nous on entend, donc en reprenant les définitions de la SFPC, le bilan médicamenteux, c'est, lorsque l'on recueille un historique médicamenteux avec 3 sources. La conciliation des traitements médicamenteux, c'est une, identification des divergences intentionnelles ou non intentionnelles entre le bilan médicamenteux et la première ordonnance d'hospitalisation. Et lorsqu'on utilise l'expertise pharmaceutique pour analyser l'ordonnance et les optimisations thérapeutiques, suite à toutes ces étapes, ça concerne, enfin, ça consiste à réaliser le bilan de médication. C'est vrai que je vous avouerai que parfois on est un petit peu perdu dans toutes ces, terminologies. Donc c'est parti pour, notre expérience sur le change. Donc, en 2015, pour commencer, alors peut-être qu'il y a des participants, à ce webinaire qui ont eu, la chance d'être passés, sur le champ. Je pense à Valérie, Morgane, entre autres, qui ont participé à cette démarche. Donc en 2015, lorsqu'on a, initié cette démarche de conciliation sur, le change, conciliation ou bilan de médication, hem, à l'origine, on proposait donc d'établir une liste limitée de critères de sélection de patients à concilier qui seraient adaptés à chaque service de soins. Donc à cette, démarche-là, 5 services, avaient participé et 21 médecins. Pour la méthodologie, en fait, on leur proposait, à chaque médecin dans chaque service, d'élaborer une liste, exhaustive de critères de sélection, et via la méthode, Delphi, on affinait en fait cette liste de critères de sélection. À titre d'exemple, par exemple, en oncologie, ce qui avait été retenu, c'était, les patients polymédiqués, sujets à risque d'iatrogénie médicamenteuse, insuffisants rénaux, patient suivi par plusieurs médecins, traité par chimiothérapie orale ou qui n'avait pas son ordonnance. En neurologie, polymédication, au moins, 3 comorbidités, interrogation, du patient, impossible. Hépato, gastro, patient qui n'avait pas ses ordonnances ou patient admis par les urgences. Maladies infectieuses, en plus de tous les critères définis, c'était par exemple les femmes, enceintes ou allaitantes. Et dans l'unité de post-urgence, médicale, étaient retenus patients qui n'avaient pas ses ordonnances, patients à risque iatrogénie, insuffisance rénale et suivis par plusieurs médecins. Donc cette étude nous avait permis de montrer que, on avait quand même un succès dans cette démarche de personnaliser la mise en place de la conciliation médicamenteuse, via une réflexion structurée, consensuelle et médicale. On remarquait aussi que les critères, prévus, par le projet, MEDREC de l'OMS n'apparaissaient, que pour, 2 services de soins. C'est-à-dire que dans nos critères de sélection, on remarquait qu'il y avait d'autres critères que ceux définis dans les recommandations. Et dans nos perspectives, c'était d'élargir aux services de chirurgie et d'évaluer la pertinence. Le retour, c'est que, cette démarche, elle est efficiente, en l'absence de turnover des équipes médicales et pharmaceutiques. Seulement, vous savez ce que c'est, les équipes médicales et pharmaceutiques changent. Donc ça a été un écueil à cette, démarche-là. Autre point fort, c'est si le pharmacien est présent quotidiennement dans l'unité de soins. Seulement, dès qu'on est, en pénurie, d'effectifs, ça devient plus problématique. Et les retours de terrain, c'est que, du fait du turnover médical et pharmaceutique, il y avait peu de demandes émanant, directement du corps, médical, et qu'on remarquait que les critères étaient, a priori trop spécifiques, hem, et ça pouvait conduire à une non-inclusion de patients, avec d'autres, risques d'iatrogénie.
Donc on a essayé de faire évoluer cette, démarche pour aboutir en 2018 à une structuration de l'activité selon le profil du patient, selon son type d'hospitalisation, chirurgie programmée, non programmée, urgence et selon le niveau, d'intervention et selon l'intervenant. Donc ça donne cet algorithme, à plusieurs entrées. Très rapidement pour vous le synthétiser, on identifiait donc sur le change, on travaille beaucoup via la cartographie des risques, donc ça on l'a fait dans chacun des services. On contractualise les activités de pharmacie clinique, dans chacun des services. On avait pu identifier donc des 2 grands types de services à risque, le service de chirurgie et le service des urgences. Donc, pour le service de chirurgie, par exemple, on avait identifié 2 types de patients, le patient avec chirurgie programmée et le patient sans, chirurgie programmée. Pour les patients avec chirurgie, programmée, donc là, c'est par exemple notre collègue, Christelle, Roche qui avait mis en place cette démarche-là. On avait rencontré les chirurgiens et les anesthésistes, donc ce qui déjà était un petit peu, complexe vu le turnover des anesthésistes. En tout cas, ils avaient été convaincus par la démarche dans un type de chirurgie et on avait mis en place, donc j'ose le dire, presque une usine à gaz, mais on récupérait, les ordonnances, des patients. Donc pour les 3 sources, en fait, le chirurgien, quand il avait connaissance d'une chirurgie programmée, nous envoyait la liste, des patients avec un planning. Ensuite, nous, on récupérait le compte rendu, de l'anesthésiste qui voyait le patient. On récupérait le compte rendu du chirurgien, deuxième source et donc lors de ces, visites des chirurgiens et des anesthésistes, la secrétaire récupérait l'ordonnance habituelle du patient, qu'on récupérait via le secrétariat et d'autre part, le pharmacien appelait, le patient 48 heures avant son intervention. Heu, il y avait, je vous dirai tout à l'heure, une grande pertinence de ces activités, mais par contre, il fallait que chaque maillon de la chaîne fonctionne. Autant vous dire que c'était rare. Après donc le pharmacien pré-prescrivait l'ordonnance sur notre logiciel de prescription et c'était au chirurgien au moment de l'admission du patient de récupérer l'ordonnance. Là encore, autre difficulté, grand turnover des médecins. Certains n'étaient pas au courant qu'il y avait cette prescription, qui était faite et donc represcrivaient, des médicaments, non indiqués. Mais quand ça fonctionnait, ça fonctionnait. Après, donc c'est la deuxième partie, de l'algorithme. Comment on fonctionne et on fonctionne un petit peu toujours comme ça pour les services, hors chirurgie et urgence. En fait, on réalise déjà ce que nous, on a appelé une conciliation de niveau 1. Donc conciliation de niveau 1, pour nous, c'est lorsque l'on valide les ordonnances, analyse ordonnance, on a accès au dossier du patient, dossier patient informatisé, où on recherche au moins 2 sources de traitement, donc celui rentré par le médecin à l'entrée, plus, une ordonnance issue d'une conciliation si le patient a une consultation, dernièrement. Et donc ça, on le fait, pour, la majorité des patients, qui bénéficient d'une analyse pharmaceutique sur le change et par contre, on avait aussi identifié la conciliation de niveau 2 où là, c'est la vraie conciliation telle que définie par l'HAS avec 3 sources et rencontre, du patient, où là, on avait plus de difficultés, à la mettre en place. Donc le retour de cette démarche-là, c'est que encore une fois, c'est efficient si les ressources humaines, médicales et pharmaceutiques sont disponibles. Si on a une rigueur, mais je pense que vous l'avez bien compris, sur l'ensemble du parcours, entre autres pour la chirurgie programmée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un acteur ne joue pas le jeu, ben, c'était compliqué de mener à bien, la démarche. Retour du terrain, c'est que le niveau 1 permet déjà de détecter un certain nombre d'erreurs médicamenteuses avec proposition d'optimisation, thérapeutique. Seulement cette conciliation qui n'est pas une parfaite conciliation, elle est peu valorisable, entre autres dans nos démarches, CAQES. Notez aussi que lorsque l'on n'a pas la chance de pouvoir aller voir le patient et qu'on se contente juste d'un recueil à partir du dossier médical, ben, parfois il peut y avoir des erreurs. Et ce niveau 1 est complexe et on a un parcours de prise en charge, complexe. La méthodologie difficilement reproductible pour la chirurgie programmée, je l'ai dit. Et concernant l'intervention du préparateur, donc on a eu la chance d'avoir un préparateur, bien formé à la première étape de conciliation. En fait, le préparateur faisait un bilan médicamenteux. C'était très pertinent, seulement on n'a eu qu'un préparateur formé
Et encore une fois, on a un trop grand turnover dans notre équipe de préparateurs et ça nécessite quand même un temps important de formation et malheureusement, on a peu de temps pour former ces préparateurs. Et pour information, c'est notre unique préparateur formé a quitté l'établissement il y a 2 mois. Toujours pour continuer dans notre évolution de méthodologie, donc en 2023, on a eu la chance d'avoir un petit peu plus de souplesse dans notre équipe, pharmaceutique, où on a eu une pharmacienne, donc Stéphanie Bost, qui a pu mettre en place, le bilan de médication aux urgences en UHCD. C'était une première démarche un petit peu identique à celle qu'on avait pu mener, uniquement sur, 1 mois en 2016 grâce à Solène. Donc ça se passe où? Donc dans l'unité, dans l'UHCD, du site d'Annecy. Les entretiens sont bien réalisés dans la chambre du patient, après discussion avec les professionnels de santé. Donc le pharmacien, sur cette période de mise en place, était présent dans le service de l'UHCD, 3 demi-journées, par semaine, donc de 9h50 à 13h. Il avait son petit bureau. Les professionnels de ville étaient, contactés soit le matin, soit l'après-midi. Les conciliations médicamenteuses étaient faites, après, 12h15. Et donc en l'absence de professionnels de santé, pour, faire un retour de ce bilan de médication, le professionnel était contacté, soit le lendemain, soit par mail. Les supports utilisés, bon, c'était ceux recommandés, par l'HAS qu'on a légèrement adaptés, au change. Donc sur 2023, ce pharmacien avait pu réaliser sur une courte période, hein, sur quelques mois, sur 2 mois, je crois, d'ailleurs je vais le redire après, une analyse de 31, enfin un bilan de médication sur 31, patients. Donc vous voyez la répartition, majoritairement des femmes, moyenne d'âge de 86 ans, qui finalement n'étaient pas, en moyenne pas insuffisants, rénaux. Le nombre de sources, utilisées, c'était bien toujours plus de 3 sources, enfin 3 sources au minimum. Le non moyen de traitement par patient à 8,5, donc c'était bien des patients, polymédiqués. L'automédication était quand même assez importante, 12 des cas. Le nombre de DNI détectés sur l'ensemble de ces cas, c'était, 71 avec un nombre de DNI moyen par patient de 29. Majoritairement, c'était des omissions, donc oubli de report du médicament sur, l'ordonnance, alors que ce médicament aurait été indiqué, puis erreur de posologie ou médicament non indiqué. Ces résultats ont montré que le nombre de moyens de DNI était de 2,29 versus 2 dans la littérature. L'omission, du traitement, et les erreurs de posologie sont les 2 principales, DNI. La conciliation a trouvé, un grand intérêt dans ce service-là, des urgences, en plus de l'analyse, pharmaceutique qui était réalisée, quotidiennement. L'équipe médicale avait souligné un intérêt aussi parce que ça leur faisait, gagner du temps. Heu on a pu noter une exactitude des informations du fait de la triangulation, des sources. Toutefois, cette activité avait été conduite, en plus des activités, de pharmacie, clinique, en plus des activités donc de pharmacie clinique du pharmacien, plus d'autres activités. Donc c'était un petit peu complexe à poursuivre, d'autant plus que là, cette pharmacienne, a dû s'absenter, quelques mois, donc cette démarche, pour l'instant, n'a pas pu être, reconduite. Il n'empêche que ce qui était important, c'est qu'on a eu une validation à l'unanimité de l'efficience de la démarche. Le chef de pôle des urgences a même souligné, la pertinence lors d'une CME. Donc nous, on s'est saisi de ça pour, proposer un déploiement de cette activité, aux urgences avec mise à disposition de ressources humaines, pérennes. Ce projet a été proposé, présenté par le chef de pôle des urgences. Disons, tout le monde est très satisfait. Seulement, le problème, quand on présente à notre direction de l'hôpital, c'est le problème du financement. Donc pour l'instant, on a des pistes, mais pour l'instant, le projet, n'a pas encore pu, aboutir. Contrairement, je ne sais pas s'il y a des personnes de Grenoble ou de Nîmes, mais il me semble que cette démarche a pu être mise en place, sur ces établissements. En tout cas, on est bloqué par le financement, malgré le soutien, au plus haut terme par les chefs de pôle des urgences.
Et on s'est aperçu aussi quand même suite à cette démarche que pour gagner en efficience, les demandes de bilan médicamenteux doivent émaner des médecins eux-mêmes via des demandes d'avis, pharmaceutiques sur le dossier pharmaceutique partagé. Et c'est pour ça que, suite à ces démarches-là, depuis, mi-2023 et ça a vraiment concrètement été, testé, en 2024, c'est la dernière diapo. On a proposé que les demandes soient faites directement par les médecins sur le dossier, sur notre DPI. Donc en fait, on a formé les médecins en leur disant qu'à partir du moment où ils accueillent un patient et qu'ils estiment qu'il y a une nécessité de bilan de médication, c'est-à-dire que par exemple, c'est un patient qui n'a pas ses traitements ou, ils ont un doute d'une iatrogénie ou ce genre de choses, ils peuvent déclencher la demande directement sur le dossier patient informatisé. Nous, les pharmaciens, on reçoit cette, demande au quotidien et on se répartit, les conciliations, enfin les bilans en médication selon, qui est référent sur l'unité qui demande cet avis. Donc, ça permet ça de valoriser les demandes puisqu'en fait, on part vraiment des demandes des médecins et de tracer les avis rendus. Donc ça nous permet aussi de dire, bah, le notre numérateur, c'est ce qu'on a pu faire, le dénominateur, c'est ce que nous était demandé. Si on n'arrive pas à tout faire, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Ça nous permet aussi de tracer les bilans de médication et les analyser, en staff et bah, comme vous le savez, aux yeux des directions, si ce sont des choses qui émanent les demandes émanent des médecins, et ben, c'est quand même plus intéressant, plus facile à motiver pour, pour, financer tout ça et puis on estime qu'à partir du moment où ce sont les médecins qui demandent, on pense que derrière, ils seront plus à même d'être vigilants et de reconnaître ce bilan de médication. Très rapidement, de retour, un exemple en oncologie où là, bah, les médecins, appellent le pharmacien ou font des mails ou font des demandes d'avis sur Exiguet. Donc là, vous voyez, sur, 2024, sur, 3 semaines, il y a eu, sur 3 semaines, il y a eu 5 bilans qui ont été réalisés, en moyenne 1,2 DNI et on peut directement, stipuler, les retours sur notre dossier. Donc là, c'était par exemple un patient où le pharmacien s'était aperçu que le traitement prescrit, visée cardiologique n'avait rien à voir avec ce que le patient prenait réellement, et puis qu'il y avait un souci, quant à la gestion du traitement, du patient. Et on a pu mettre ça en place donc en chirurgie, orthopédique, aussi. Donc là, c'est Christelle Vérolet qui a pu, rentrer ça donc sur notre logiciel de notre DPI. Donc le lancement de la coche conciliation sur le DPI a été fait le mi-janvier 2024 et jusqu'à fin février, elle a pu voir, 14 patients, 11 présentaient au moins une DNI et là, c'était un exemple, de prise en charge, que vous pourrez lire, tranquillement. En tout cas, ça a montré sa pertinence. Donc voilà, tout ça, nous, on l'a présenté en CME à partir du moment où c'était disponible sur notre logiciel, fin 2023. Ça a reçu un bon accueil, donc maintenant on va le déployer, sur l'ensemble de l'établissement. Ça paraît vraiment, efficient. Par contre, déjà, on va rapidement être limité, sur le service de chirurgie où notre collègue, Christelle, va muter sur, d'autres activités. Donc on se retrouve à nouveau avec des difficultés en termes de ressources humaines. Mais l'intérêt de cette coche, directement sur le DPI, c'est aussi de valoriser, c'est-à-dire que, bah, annuellement, on pourra dire: «On a tant de demandes sur notre établissement, mais que vu nos ressources, on ne peut faire que tant d'avis». Donc on espère qu'avec tout ça, on pourra, motiver, le financement de pharmaciens, cliniciens. Voilà. Merci Emeline. Vous avez la possibilité de poser vos questions, via le chat, dans la petite bulle en haut de votre barre, Teams qui s'appelle «Conversation». Donc, n'hésitez pas à le faire. Sinon, vous pouvez aussi, alors on est, 140 à peu près, vous pouvez lever la main si jamais vous n'avez pas accès à la conversation écrite et que vous souhaitez poser la question, on pourra essayer de vous donner la parole. Nous n'avons pas de questions dans le chat, donc je vous propose de passer directement à la seconde présentation. Alors, si une question vient d'arriver, merci. Quelle est la durée moyenne de séjour en UHCD?
C'est entre une moyenne de 3-4 jours. Et ce sont souvent des patients qui, c'est pour ça qu'on avait un petit peu orienté vers l'UHCD, des patients qui vont être mutés en aval vers d'autres services. Donc tout ce qui était fait en UHCD en termes de bilan de médication, bah, c'était très pertinent pour favoriser une meilleure prise en charge aussi pour les services lors de la prise en charge en service d'aval. La seconde question, c'est quel était le rôle de votre préparateur dans la conciliation médicamenteuse? Le préparateur, en fait, il réalisait ce qu'on pourrait appeler le bilan de médication, l'historique médicamenteux. En fait, il recueillait donc il avait l'ordonnance papier du patient. Le patient arrivait avec son ordonnance. Ensuite, il allait voir le patient pour recueillir des informations quant à la gestion de sa prise médicamenteuse. Est-ce qu'il utilisait un pilulier? Est-ce qu'il y avait l'automédication, etc. Il interrogeait aussi le patient pour savoir comment il gérait ses traitements, qui était le pharmacien d'officine. Et par contre, c'est nous qui, derrière, contactions le pharmacien d'officine via le Mon-Sisra. Et le préparateur, déjà, à partir de ce premier recueil, comparait avec la première prescription sur notre logiciel de prescription. Alors les questions arrivent par vagues là. Le logiciel DPI que vous avez avec la petite coche? C'est Axiget. Ça, et comment est-ce que vous formez, vos internes en médecine de tous les semestres? Ouais, c'est une bonne question. On est content, là, on vient à peu près de trouver le bon système. C'est pareil, hein, j'aurais pu faire un diaporama en vous expliquant comment on avait évolué. Vous savez que les internes en médecine, il faut leur prendre le minimum de temps. Il faut réussir à les appâter et les motiver. Donc il fut un temps, on les formait, dans les services, mais on s'est aperçu que quand on va dans le service, ils sont, mobilisés pour d'autres activités, ils sont interrompus, c'est compliqué. On a essayé de les former, à la sortie de leur réfectoire, toutes les 10 minutes, pour les faire attendre le minimum de temps. Malgré tout, c'était compliqué. Là, on a trouvé un système où on a convenu avec notre direction des affaires médicales de rendre obligatoire la formation. Donc, c'est-à-dire qu'on a préparé un mail avant pour les chefs de service en disant que telle date, à telle heure, les internes avaient une formation obligatoire, donc ils devaient libérer les internes. Et puis pour que ça soit moderne, avec des bons outils, tout ça, on utilisait un outil WooClap, enfin peu importe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, on a remarqué, les rendait assez actifs dans la démarche. Et on a fait des formations un petit peu ludiques. Pour l'instant, on a ciblé formation sur les médicaments à haut risque, médicaments sur l'ordonnance de sortie et sujets âgés. Et puis, bah, dans ce cadre-là, on leur explique que c'est important de bien recueillir les traitements des patients et pas se contenter de faire un copier-coller de ce qui peut être disponible dans le dossier informatisé. On va prendre une dernière question avant de passer aux suivantes et en fin de séance, on essaiera de reprendre les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Alors, sinon, Hem, il y avait une question Vas-y. qui me paraissait peut-être pertinente parce que nous, on a un petit peu tergiversé. C'est, je sais pas, quelqu'un a dit au final, vous n'avez pas de critères de sélection. Oui. C'est hyper intéressant parce que vous l'avez vu, on a essayé, en fait, on s'aperçoit que finalement, c'est difficile de fixer un certain nombre de profils, de patients. Effectivement, là, maintenant, on estime que la demande, elle émane des médecins, selon leur retour quant à un problème d'iatrogénie médicamenteuse. Mais c'est difficile pour l'instant de dire a priori que ce ne sont que les patients, polymédiqués et âgés. En fait, on se rend compte que c'est pas forcément que ces patients-là qui doivent bénéficier d'un bilan de médication. Donc là, c'est vraiment, sur demande, des médecins. Et la dernière question, en chirurgie, n'avez-vous pas de problème pour communiquer les divergences retrouvées avec le chir ou l'anest? Et avez-vous organisé des temps d'échange pour transmettre ces divergences? Alors en chirurgie, finalement, malheureusement, on a peu d'expérience. En fait, j'aurais tendance à vous dire que c'est anesthésiste dépendant et chirurgien dépendant. Le problème, c'est que dans un service de chirurgie, il y a plusieurs chirurgiens et il y a plusieurs anesthésistes. Donc oui, c'est compliqué de leur transmettre les informations. Un temps d'échange, c'est compliqué aussi parce qu'ils ne sont jamais disponibles, tous au même moment et cetera. Donc pour ceux, enfin, encore une fois, hein, les chirurgiens, les anesthésistes qui déjà étaient convaincus par la démarche et rigoureux, on n'avait aucun problème de transmission d'informations, au contraire. Par contre, ils étaient vraiment minoritaires dans cette démarche.
Donc, on a été confrontés à cet écueil où, bah, dès qu'il y a un chirurgien qui est pas convaincu, qui est pas motivé, un anesthésiste qui est pas rigoureux, ben, ça ne fonctionne pas. Très bien. Les autres questions, on y répondra soit par écrit, soit, à l'issue donc, des 3 présentations. Donc sans transition, merci beaucoup Emeline, pardon. C'était très clair et on a pu prendre le temps de répondre à des questions, donc c'était intéressant, merci beaucoup. On va passer donc à la présentation maintenant, d'une revue des interventions pharmaceutiques, donc réalisée au CH d'Issoire et donc je donne la parole et la présentation du diaporama à Mélanie Pagani. Est-ce que c'est bon, Karine? C'est parfait. Allez. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais continuer du coup ce partage d'expérience en vous parlant d'une revue d'intervention pharmaceutique qu'on a réalisée en 2022 sur, le centre hospitalier Paul Hardier à Issoire. Donc ça se situe dans le Puy-de-Dôme. Pour placer un peu le contexte et les objectifs, de cette méthodologie-là, on est un hôpital de 114 lits MCO USLD et on a aussi 81 lits d'EHPAD. Donc vous allez comprendre pourquoi on n'est pas très nombreux en effectif pharmacien. On est 2,2 ETP qui se répartissent sur 3 têtes et on a aussi un interne en pharmacie, qui est souvent sur les missions de pharmacie clinique, mais qui peut aussi être dans le secteur des dispositifs médicaux. Actuellement, donc je vous parle plus particulièrement de l'analyse des prescriptions, vu qu'on parle d'une revue des IP. On réalise de l'analyse des prescriptions sans priorisation, enfin en tout cas par service de soins. Donc chaque pharmacien a un service de soins dédié. Il convient, du coup, à lui, en priorité, de valider, les entrées et les médicaments à risque dans son service. On n'a actuellement pas de logiciel, en tout cas, qui nous permet de cibler les ordonnances à risque et on a peu ou pas de présence dans les services de soins. Il y a notre interne en pharmacie, qui essaye d'y aller. On est quand même, très peu de pharmaciens à pouvoir réaliser, de la clinique. L'objectif donc de cette revue des IP, c'était tout d'abord, de mettre en place une formation continue sur l'analyse pharmaceutique, de pouvoir faire un partage d'expériences, entre pharmaciens et aussi, de sensibiliser les médecins à nos activités, de clinique. Cette, méthode de revue des interventions pharmaceutiques, elle a été, choisie du coup par moi-même parce que dans le cadre de ma thèse, c'était une méthodologie que j'avais déjà développée, sur, un centre hospitalier à Villefranche-sur-Saône. Je vais vous expliquer du coup de quoi il retourne. La revue des interventions pharmaceutiques, c'est une évaluation de la qualité et de l'efficience de nos avis pharmaceutiques et la réalisation aussi d'une cotation de nos interventions pharmaceutiques, normalement à l'aide de l'échelle Cléo, qui est un outil de la SFPC. Je vous remontre l'échelle Cléo, du coup, qui permet d'évaluer l'impact clinique, économique et organisationnel de nos interventions pharmaceutiques. Cette méthodologie, de revue des IP, elle découle en fait, de ce qui s'appelle le staff d'évaluation des pratiques professionnelles. C'est une méthodologie validée par l'HAS. Elle se dichotomise en différents temps. Tout d'abord, une première étape où on réalise un tour d'expérience sur la méthodologie et les outils utilisés pour la réalisation de nos interventions pharmaceutiques. Donc ça, c'est une étape entre pharmaciens. Une deuxième où, il convient de définir la périodicité de ces revues des IP. Dans un troisième temps, on organise du coup la revue des interventions pharmaceutiques en tant que telle. Chaque pharmacien, on verra que par séance, on avait fixé un minimum de 3 interventions pharmaceutiques à revoir, doit préparer en fait, tout ce qui est contexte autour de son intervention pharmaceutique et il devra le présenter, aux pharmaciens lors de la réunion, à savoir des informations qui sont assez précises sur l'intervention pharmaceutique, quel pharmacien, quel médecin, dans quel contexte, dans quel service de soins, l'historique médicamenteux qu'il a réalisé, le contenu et le mode de communication de nos interventions pharmaceutiques. C'est des éléments qui sont assez importants parce qu'ils permettent aussi de pouvoir, rendre, notre manière de communiquer les interventions pharmaceutiques les plus efficientes possibles et donc du coup qu'elles soient acceptées. La quatrième étape, c'est établir un plan d'action. Donc ça se réalise au cours de la revue des IP qu'on valide ensemble et qu'après on puisse définir, comme dans toute méthodo qualité, un pilote de chaque action et que ça aille jusqu'au bout.
Une cinquième étape où on communique sur la démarche, les résultats auprès de nos équipes médicales et soignantes, si besoin. Et dans un dernier temps, on évalue la satisfaction et l'adhésion des personnes. On verra que, nous, c'était du coup la première réunion que je vais vous présenter, qui a eu lieu en 2022. On avait choisi, de s'axer sur la classe des anticoagulants, puisqu'on avait on avait remarqué qu'on faisait beaucoup d'interventions, dans ce cadre-là. Et on verra que c'est pas forcément aller au bout de toutes les étapes par manque de temps et de moyens. On pourra en rediscuter dans un second temps. La première, du coup, revue des IP qu'on a réalisée, on avait décidé que ça se réaliserait les mardis entre 11 heures et midi tous les trimestres à la pharmacie, que tous les pharmaciens participent, ainsi que l'interne qui est sur place, et qu'on définissait le plan de communication, comme je vous l'ai dit, à la fin de cette revue. La thématique, donc les anticoagulants. Je vous présente en tant que tel, mais c'est voulu pour que vous compreniez bien comment ça s'organise. Les interventions pharmaceutiques choisies, donc la première, c'était sur l'Orgaran. Donc selon les critères de la SFPC, c'était une non-conformité au consensus et un arrêt du traitement. Et il y a vraiment le contenu de l'IP, selon l'avis du docteur Intel, reprise du Lovenox à 4008 en préventif et les plaquettes étaient indiquées. On verra plus tard. La deuxième, c'était sur le Préviscan, c'était un sous-dosage. On avait demandé une adaptation posologique au vu de l'INR qui était à 1,4 le jour de l'analyse et une réévaluation et son suivi, bien sûr. La troisième intervention pharmaceutique qu'on verra, c'est une intervention pharmaceutique sur l'apixaban. C'était une absence de thérapeutique pour indication médicale valide et donc on demandait un ajout. On commence tout de suite dans le dur du sujet. La première IP, du coup, en termes de contexte, c'est un patient qui était hospitalisé du coup en février 22 pour des chutes à répétition et un sepsis à point d'appel digestif. On a découvert en fait une probable tumeur des voies biliaires. Ce patient était en choc septique aux urgences. Il a eu un remplissage, une antibiothérapie probabiliste avec de la céfotaxime, du métronidazole, je ne vous ai pas remis les doses, et un flash d'amicacine. L'IP, elle a été réalisée du coup en médecine gériatrique parce que ce patient est entré par les urges. Il a été transféré assez rapidement en gériatrie. Pour la prévention de la TVP, chez le malade alité, il y a du Lovenox du coup qui avait été prescrit 4008 par jour en sous-cutané. Le jour de la réalisation, 1 jour après la réalisation de l'intervention pharmaceutique, le médecin avait vu une chute des plaquettes à 49 giga par litre, donc il suspectait une, TIH. Il a prescrit de l'Orgaran à la posologie, donc 758 matin et soir. L'intervention pharmaceutique, vous voyez qu'elle a été réalisée plusieurs jours après, parce qu'on n'est pas forcément, tous présents tous les jours pour réaliser l'analyse pharmaceutique. On essaye de se remplacer, mais en tout cas, le pharmacien référent de ce service n'était pas forcément là le jour, de la chute des plaquettes et de la prescription de l'Orgaran. Ça sera d'ailleurs une problématique qu'on pourra rediscuter. C'est moi-même qui avais réalisé l'IP en gériatrie. Je vous remets l'intervention. Du coup, l'intervention pharmaceutique, elle se basait aussi sur l'intérêt de prescrire finalement, l'Orgaran dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y avait eu une réelle, évaluation du score des 4T et un dosage des anticorps anti-PF4? Pour rappel, le score des 4T du coup, c'est, l'évaluation de la thrombopénie, du temps de cinétique de chute des plaquettes, des signes cliniques associés à la thrombose et autres, c'est les causes extérieures de thrombopénie qui peuvent être médicamenteuses, infectieuses, chirurgicales, des contextes de CIVD ou de purpura. En sachant que nous, sur le centre hospitalier Issoire, le temps d'envoi des anticorps anti-PF4, le délai de réponse est assez long, 2 à 3 jours. Donc c'est pas on va pas forcément attendre, cette réponse-là avant, d'initier l'Orgaran. Le médecin gériatre avait pris un avis auprès de notre interniste pour, savoir s'il était judicieux ou pas, d'introduire l'Orgaran. L'interniste avait proposé l'arrêt du Lovenox, mais cet avis, du coup, spécialisé n'a pas été notifié au bon endroit, enfin, en tout cas pas à l'endroit où, les gériatres écrivent leurs mots d'entrée et l'Orgaran a été poursuivi le jour où, l'intervention pharmaceutique a été réalisée. Donc,
on montre finalement, que cette analyse pharmaceutique en tant que telle et que l'intervention pharmaceutique, réalisée a été assez pertinente parce qu'il y avait eu en fait, une perte d'information ce jour-là, au niveau de cet orgaran et aussi une perte financière au vu du coût, de cette molécule. L'idée, c'était, de communiquer sur le plan d'action sur une application en parallèle, qui a été développée par Viatris qui s'appelle la DAN App, qui permet, d'évaluer du coup ce score, des 4T, mais aussi, d'en parler et de communiquer auprès, de notre CME. C'est quelque chose qui a été fait. Et ensuite, de revoir les modalités d'utilisation du module, mode suivi parce que, le médecin interniste, c'est là où il a mis, son avis et les gériatres, eux, ils écrivent, dans le mot d'entrée, à la suite du mot d'entrée en tout cas et donc du coup, il y a eu une perte d'information et de temps pour ce patient parce que, le mot de l'avis spécialisé n'a pas été vu. Donc l'idée, c'était aussi de recommuniquer pour que, les médecins et les paramédicaux puissent écrire au même endroit et que ça soit, visible et qu'on ne perde pas de temps. Voilà le plan d'action sur cette première intervention pharmaceutique. On va aller sur la deuxième intervention, c'était sur du Préviscan. Ça a été réalisé en juin 2022. C'est un patient qui était hospitalisé pour une altération de l'état général et une dyspnée au moindre effort. C'est notre interne en pharmacie de l'époque qui a réalisé cette intervention pharmaceutique. En unité post-urgence, parce que c'était le service, dédié à l'interne sur, son analyse pharmaceutique. Il faut savoir que du coup, cette unité post-urgence, il y a pas beaucoup de lits et c'est, les urgentistes qui tournent, donc il y a pas un seul médecin référent, c'est tous les urgentistes qui tournent et qui partent à 16 heures. Il y a plus de présence, médicale sur cette unité à partir de 16 heures. Ça va avoir une importance sur la suite. L'IP, c'était du coup une évaluation de la posologie du fréquent et en tout cas un suivi et un recontrôle de l'INR parce que l'INR le jour de l'intervention était à 1,4. Cette IP, elle a été réalisée, du coup, le 23 juin et la patiente est sortie le 24 juin avec pas de modification de posologie de son Préviscan et elle a été transférée à Saint-Flour. À noter, donc du coup, ce qui est intéressant dans cette intervention pharmaceutique, on voit déjà qu'on n'a pas été jusqu'au bout, que l'intervention n'a pas été acceptée, qu'on a peut-être, aussi, pas assez, insisté auprès, des urgentistes. À savoir que cette, intervention, elle a été réalisée que sur Easily, mais qu'il y a pas eu forcément, d'appel, aux médecins, de l'unité du AU et que, après 16 heures, enfin en tout cas si ça avait été vu après 16 heures, il y a plus personne. Donc il convient d'appeler en fait aux urgences pour qu'il y ait une modification de la presse à l'UAU. Donc c'est quand même, voilà, une modalité de sensibilisation, des différents médecins où on pourrait insister parce que, dans ces unités-là, il y a quand même, voilà, il y a finalement, plus que l'infirmière qui peut se référer, au médecin, des urgences, mais il y a pas de médecin sur place. On peut aussi s'interroger sur la communication de nos interventions pharmaceutiques. Comment fait-on? Parce que là, une intervention pharmaceutique faite uniquement, sur le logiciel et pas, communiquée, ni par téléphone, ni, directement sur place, à savoir, comme je vous le disais, qu'on est très peu présent dans les services de soins. Donc ça reste, un frein au déploiement de nos activités et aussi un bémol, sur, le lien ville-hôpital à mettre, pour un suivi de ces avis pharmaceutiques, à savoir qu'on est allé rechercher, dans le courrier de sortie de ce patient-là et il y avait aucune notification non plus, de la prise, en compte de cette IP. Voilà, donc ça, c'est tant de points d'interrogation à creuser et sur lesquels, il faudra qu'on s'améliore. Pour la troisième intervention pharmaceutique et c'était sur de l'apixaban. Donc c'est un patient qui avait été aussi admis aux urgences, altération de l'état général dyspnée depuis quelques semaines. C'est une patiente suivie par un cardiologue pour un rétrécissement aortique en attente d'un TAVI. Donc on attendait un remplacement de sa valve aortique en début décembre. Hypothèse diagnostique embolie pulmonaire segmentaire lobaire. L'avis du spécialiste du CHU, donc de Clermont-Ferrand, c'était de débuter un traitement par apixaban, 10 mg x 2 par jour pour 7 jours, puis
5 milligrammes fois 2 par jour. Donc jusque-là, on était assez d'accord. Cette, intervention pharmaceutique, elle avait été réalisée par, madame de Villiers dans un service de médecine parce que le patient a ensuite été transféré en médecine. Je vous lis l'intervention pharmaceutique. Posologie au-delà des 7 premiers jours à 10 milligrammes fois 2 par jour, puis à 5 milligrammes fois 2 par jour. Pour elle, il y avait une absence de thérapeutique pour indication médicale valide. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la première prescription d'apixaban à 10 milligrammes fois 2 par jour pendant 7 jours et quand cette patiente est montée en médecine, il y avait un oubli, en fait, de la désescalade, c'est en tout cas de la suite du traitement à 5 milligrammes fois 2 qui n'était pas prescrite donc aux urgences, c'est-à-dire à l'entrée et qui allait peut-être potentiellement, on ne sait pas, hein, mais être oubliée, par les médecins, de médecine. Donc il y a eu un appel directement dans le service et une represcription de l'apixaban à 5 milligrammes fois 2. L'analyse de cette IP, en tout cas le plan d'action qui en découle, ce qui était important et qu'on voulait faire ressortir sur cette intervention pharmaceutique, c'est que c'est une intervention qui a été, faite sur une analyse d'ordonnance ciblée par la préparatrice en pharmacie au décours de la DIN. Donc, nos préparatrices réalisent les piluliers, pour la plupart de nos services de soins. L'intérêt, je trouvais, c'était d'inclure la place du préparateur en pharmacie dans cette analyse, des prescriptions et en tout cas l'alerte qu'il a pu faire, aux pharmaciens référents, du service de soins. Se poser les bonnes questions pour valoriser le travail de, nos, préparateurs en pharmacie et qu'ils ne soient pas non plus toujours contraints qu'à, dispenser des médicaments, mais qu'ils aient finalement une vision un peu plus d'ensemble, de la pharmacie, mais en tout cas de la pharmacie clinique, dans les services de soins et aussi on peut faire ressortir le risque informatique, c'est-à-dire, qu'il est possible dans Easily de créer des protocoles, dans le cadre d'une indication donnée du traitement, par exemple, de la TVP ou de l'ACFA avec, la prescription possible en simultané de la totalité, de la cure, en fait, en apixaban. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, par manque de moyens, mais qui serait très intéressant à développer, sur le centre hospitalier. Pour ce qui est des conclusions et des perspectives, on va revoir du coup, les forces de cette expérience. C'était un partage d'expériences intéressant entre pharmaciens cliniciens et qui a aussi donné envie, d'apprendre et d'en savoir plus, pour les pharmaciens, en poste. Ça a été très apprécié et on voit aussi qu'il y a des points forts à cette réalisation, de dispensation, par la DIN. Les faiblesses, ça a été la difficulté de mise en œuvre, en tout cas, sur, tous les lits et des fois un manque de ressources RH, on y reviendra, si vous le souhaitez et le peu de présence de pharmaciens cliniciens pour relayer finalement nos interventions, aux médecins ou bien aux infirmiers, hein, dans les services de soins. On y voit une opportunité du coup, le déploiement de ces revues des IP avec la cotation qu'on n'avait pas réalisée, sur ce premier temps, par manque de temps. Une réflexion sur la place du préparateur dans les services de soins, mais aussi, peut-être une révision de la liste, de nos médicaments à risque. C'est-à-dire, là je pense, à l'intervention pharmaceutique qui a eu lieu sur par exemple sur l'apixaban, qu'aurait pu être, faite aussi, si on était sur une validation plus, systématique, des médicaments à risque. Les menaces, sur cette, méthodologie, c'est aussi un manque de visibilité de nos activités pharmaceutiques au niveau de l'établissement par l'équipe médicale. Alors ça, c'est une amélioration qu'on aura déployée, en interne sur la communication de la pharmacie clinique, en CME, mais aussi, au sein des services de soins et aussi je repense au peu de communication avec les acteurs de ville sur, l'IP qui a été faite sur le Préviscan. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Mélanie. De nouveau, vous pouvez vous poser vos questions par écrit si vous avez bien accès au module de conversation ou éventuellement lever la main, pour qu'on puisse vous donner la parole puisqu'on a, 5 bonnes minutes, pour, prendre vos questions. Il y a, une remarque, pour information. Mélanie, tu peux arrêter le partage, s'il te plaît? Du coup, Oui, on se voit, pardon. hein.
Merci. Dis-moi. On a donc une remarque, sur le change. Pour valoriser cette activité d'analyse par le PPH, nous menons une étude actuellement avec, en premier, les déformations aux événements sentinelles et la validation de cette formation et en deuxième étape, comparaison des analyses réalisées par le PPH et par le pharmacien sur des ordos qui sont identiques. Eh bien, je ne sais pas depuis combien de temps vous la menez, mais je serai très intéressée par les résultats de votre étude. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie revue des IP? Quels sont les résultats de l'analyse au change? Mmh. Les revues des IP sont actuellement faites en intra-PUI, mais est-ce que cela, est fait dans les services concernés, en médecin convié Alors ou un médecin qui serait convié? En fait, un mélange, ouais, ouais, médical alors ça, c'est mixte. l'idée effectivement, de la perspective par la suite, c'est de réaliser directement ces revues des IP, dans le service de médecine. C'est le service dans lequel on réalise le plus de conciliation médicamenteuse et du coup, bah, d'adjoindre, les médecins, heu, cela nous permettra, bah, du coup, ou de coter, grâce à l'échelle Cléo, du coup, la pertinence de nos IP et aussi, bah, du coup, de les sensibiliser, en tant que tels. Mais voilà, c'est ce qu'on souhaitait faire, mais dans le service où on a plus d'écoute pour l'instant et où on réalise le plus d'activités, de pharmacie clinique. Mmh. I Pas d'autres questions pour le moment. On va passer à la troisième et dernière présentation, donc avec le CH du Haut-Bugey et les docteurs, Marine et Nathalie. Je vous laisse du coup la parole et le partage. C'est bon Alors, pour vous? suivante. Donc la gériatrie, pour, situer, l'environnement au centre hospitalier du Haut-Budget et les lits de gériatrie sont localisés sur, 3 sites. On a, 2 EHPAD, une EHPAD, qui est, environ à 15 kilomètres du centre hospitalier qui, du coup, comporte 170 lits, d'EHPAD. Ensuite, on a une autre EHPAD qui est environ à de l'hôpital et qui comprend 80 lits d'EHPAD et des lits du SLD. Et ensuite, sur le site de l'hôpital, depuis 2021, on a une unité de court séjour gériatrique de 16 lits, donc de la gériatrie active. Au niveau des effectifs médicaux, on a des praticiens hospitaliers gériatres sur les 2 EHPAD ainsi que sur l'unité de court séjour gériatrique. Sur cette unité, on a également des médecins en formation. Et au niveau des pharmaciens, nous sommes 3 pharmaciens à intervenir au niveau des validations d'ordonnances pour la gériatrie, ce qui correspond environ à 0,5 équivalent temps plein. Diapo suivante. Alors, pour ce qui concerne du coup la mise en place de ces réunions de révision de prescription, elles ont été mises en place en 2017, à l'époque, lors de la rédaction du projet médical. Pour chaque pôle, on avait un axe de travail sur l'optimisation de la prise en charge médicamenteuse des patients. Et pour la gériatrie, cela s'est traduit par la mise en place d'un groupe de travail associant des gériatres et des pharmaciens, à l'époque, donc 2 pharmaciens et 3 gériatres. Le but premier, c'était d'émettre des recommandations de prescription chez la personne âgée et de les diffuser pour les médecins qui n'étaient pas spécialistes et qui prenaient en charge ces patients âgés, notamment les urgentistes, et de réaliser lors de chaque réunion des revues de pertinence des prescriptions. Les séances duraient environ 2 heures en présentiel. En 2017, on était plus sur du présentiel. Du coup, on s'adaptait par rapport aux disponibilités des médecins. Elles avaient lieu plus l'après-midi. Et on avait environ 3 voire 4 réunions par an. Diapo suivante. Merci. Donc, plus particulièrement sur la revue de pertinence des prescriptions. Donc, c'était 3 prescriptions par
puisque les gériatres sélectionnaient une prescription qui leur posait problème avec des prises en charge complexes ou des patients qui avaient des effets indésirables où les médecins étaient vraiment en difficulté. Donc, comme ils étaient 3, on en avait une par médecin. Cette information, elle était communiquée aux pharmaciens une semaine avant la réunion pour que les pharmaciens préparent le dossier. Donc, cette préparation, on l'évaluait environ à 45 minutes. Et le pharmacien, du coup, essayait de faire un dossier synthétique où on ait toutes les données disponibles au moment de la réunion pour ne pas perdre de temps. Donc, on récupérait tous les antécédents, on essayait de faire une synthèse du dossier médical, on récupérait les transmissions IDE, également sur le plan de soins pour voir si les thérapeutiques étaient administrées ou plus du tout administrées. On faisait un bilan sur toutes les prescriptions et on récupérait aussi les derniers bilans biologiques. Ce qui permettait d'avoir du coup des prescriptions, une vraie analyse du dossier avant la réunion et que le pharmacien du coup conduisait la réunion. Diapo suivante. Du coup, là, c'est un exemple, voilà, juste pour illustrer un dossier qui serait préparé où on a remis en gros le patient, le service, l'âge, quelques données poids, taille. Et puis, on était quand même obligé de faire une version papier pour chaque, parce qu'en version informatique, malheureusement, on ne peut pas tout mettre à l'écran. Et donc, chaque médecin avait comme ça dans les mains les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux, le traitement du jour. Et puis, bon, s'il y avait tout le bilan bio et si besoin, s'il y avait eu des modifications qui étaient pertinentes, récentes de traitement, ça aurait été rajouté en commentaire. Et ça, en gros, c'était le support, on va dire, de communication, de travail. Oui, diapo suivante, merci. Et donc, en pratique, pour faire la revue de pertinence de prescription, on va utiliser différents outils. Donc, initialement, il y avait le guide PAPA, donc de prescription adaptée à la personne âgée, les supports, alors Omédite, on n'a pas besoin de citer une Omédite en particulier, toutes les Omédites ont fait beaucoup de travaux sur justement les médicaments chez la personne âgée et comment optimiser ses traitements. Et puis, ce qui est très utilisé, c'est la liste de la Roche, qui maintenant a été actualisée là, en 2021 sur l'IS Remedies, qui est vraiment un processus formalisé qui permet de revoir les médicaments, les indications, vérifier qu'il n'y ait pas donc, des overuse où du coup il y aurait des médicaments qui n'auraient plus d'indication et qu'il faudrait arrêter peut-être. Des underuse, on va chercher si il y a des médicaments qui seraient manquants, s'il y a des omissions par rapport à différents critères, différentes pathologies, situations cliniques du patient. Et également, s'il y a des misuse, donc on va revoir est-ce que on n'est pas sur des balances bénéfices-risques qui seraient défavorables chez le sujet âgé, des médicaments potentiellement inappropriés et qu'on pourrait optimiser, adapter les posologies en fonction de l'âge, l'insuffisance rénale. Enfin, voilà. Du coup, c'est vraiment la liste Remedies pour formaliser le processus. Après, on peut aussi céder des critères de Beers ou des critères stop-start qui rejoignent toujours cette même recherche de médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé et overuse, underuse et misuse. En pratique, on utilise avant la réunion actuellement l'outil d'assistant d'analyse d'ordonnance de l'application Bimedoc, mais qu'on retrouve également sur la SFPC pour les adhérents, qui permet d'importer directement l'ordonnance et qui va nous combiner différents outils, donc les interactions médicamenteuses avec Teriac, l'outil Stop Start, la liste de la Roche. On va avoir également différentes échelles de charge anticholinergique. Alors là, je vous en ai mis une, et ils en proposent plusieurs. Et après, on a une liste des médicaments éventuellement qui allongent le QT. Et c'est combiné avec DDI Predictor qui nous permet, si jamais il y a une interaction d'ordre pharmacocinétique, d'affiner peut-être une proposition d'adaptation de dose et de savoir tout du moins l'impact exact de l'interaction. Diapositive suivante. Et donc,
comme je vous ai dit, donc on va revoir à chaque fois les indications de chaque médicament, vérifier donc dans les omissions, ce qu'on retrouvait, ça pouvait être, la supplémentation en vitamine D chez le sujet âgé ou des vaccinations qui ne sont pas à jour. Sur les adaptations de posologie, donc on avait des adaptations de posologie sur les anticoagulants oraux directs, des fois qui peuvent être sous-dosés, des posologies d'hypnotiques qui sont un peu trop élevées en fonction de l'âge, de l'insuffisance rénale. Après, sur les médicaments aussi, il y a les durées de prescription des antidépresseurs qui sont rarement réévaluées des fois, donc ça aussi qui revenait souvent. On regardait les interactions médicamenteuses et puis on a une partie aussi monitoring, on va dire. On vérifiait que un patient avait bien son dosage d'hémoglobine glyquée, sa TSH, une NFS s'il était sous clozapine ou un ionogramme. Et donc, tout ce processus prend à peu près 30 minutes par dossier. C'est pour ça, pour faire tout ça, il faut bien avoir préparé le dossier en amont, sinon ça serait trop chronophage de le faire en direct sans préparation. Avant de passer à la diapositive suivante, il y avait une petite question pour la compréhension de votre travail qui était, à savoir si les prescriptions qui sont les 3 prescriptions donc par gériatre, enfin la prescription par gériatre qui est proposée, est-ce que c'est un patient ou un résident toujours dans l'établissement ou est-ce que finalement c'est une analyse a posteriori? Le patient est sorti et vous analysez le dossier a posteriori? Non, il est présent en fait. Le résident ou le patient est toujours présent en fait. Oui, parce qu'on est sur là on était sur des patients d'EHPAD. Et du SLD. Mmh. À l'issue du coup de chaque séance, le pharmacien rédigeait un compte-rendu qui était diffusé à l'ensemble des participants. Dans ce compte-rendu, on avait un tableau récapitulatif des décisions ou des interventions qui avaient été décidées en collaboration lors des séances de travail. Donc, pour chaque patient, on reprenait pour le médicament concerné du coup les actions et éventuellement le commentaire associé. Et puis on avait aussi essayé de suivre au long cours toutes les actions qui étaient proposées lors de ces séances dans un but de les suivre à long terme et de réviser si vraiment les décisions qui avaient été décidées en séance étaient bien effectivement modifiées par rapport aux prises en charge. Diapo suivante. Donc là, c'est la vraie vie. Enfin, voilà, ce qu'on aimerait maintenant, c'est la vraie vie où nos critères de sélection, au fil du temps, ils ont évolué. Donc en 2017, voilà, c'était les gériatres qui sélectionnaient les prises en charge complexes, un dossier par médecin. À partir de 2018, on a commencé à avoir quelques difficultés. Il fallait qu'on relance les prescripteurs pour avoir les prescriptions. Enfin, on les rappelait en leur disant il nous faut absolument la prescription pour qu'on puisse préparer le dossier. Donc, ça devenait un peu lourd. Donc, on s'était dit, on avait décidé en collaboration avec les gériatres de sélectionner, que la pharmacie sélectionne les dossiers. Et comme critère, on prenait les ordonnances qui contenaient plus de 8 médicaments par jour. Et par contre, on continuait à prendre un dossier par médecin. Ensuite, on a eu des sous-effectifs médicaux, pharmaceutiques et puis Covid qui a fait que l'activité a été suspendue. Et en mars 2021, donc il y a eu l'intégration du court séjour gériatrique, du coup avec une nouvelle équipe et puis des nouveaux gériatres et pharmaciens du coup qui ont rejoint l'équipe. Et on est reparti donc sur une sélection des dossiers par les gériatres. Mais tout de suite, en mai 2021, là encore, on avait du mal à obtenir les dossiers. Et puis, on sentait que ça commençait à être un peu compliqué pour certains gériatres, puisqu'ils se sentaient un peu jugés. Enfin, ils le sentaient comme ça, et notamment par les autres gériatres présents. Ce n'était pas la relation pharmacien-médecin qui posait souci, mais c'était plus la relation entre gériatres. Et en plus, il y avait des rapports de hiérarchie, puisqu'il y avait chef de pôle de gériatrie et chef de service. Donc, on a repris la main sur la sélection des dossiers, et ces dossiers étaient repérés lors de l'analyse pharmaceutique des prescriptions. Bon,
Et puis, en avril 2022, on est passé sur un autre système de sélection des dossiers, parce qu'on sentait qu'il y avait quand même ces difficultés par les gériatres, et puis aussi parce que parfois on sélectionnait les dossiers et juste avant la réunion, le gériatre nous changeait les prescriptions. Donc ça, quelque part, notre revue de prescription, elle était plus vraiment constructive, et c'est pour ça qu'on s'est dit: «Bon, il faut qu'on change notre façon de faire». Et donc le pharmacien, en fait, va sélectionner des dossiers, mais va les rendre anonymes et va illustrer des prises en charge suite, à différentes thématiques. En gros, on va présenter, les référentiels sur, je sais pas, la prise en charge des infections urinaires, et après on va illustrer, ces prises en charge qui sont plus ou moins conformes avec des dossiers, des patients, gérés par, les médecins gériatres. Bon, on a suspendu l'activité pendant une année, et puis on est reparti en juin 2023. On est parti sur le même processus de sélection des dossiers par le pharmacien avec des illustrations de cas cliniques. Là, les gériatres nous ont proposé des cas cliniques puisqu'on avait la chance d'avoir des médecins gériatres en formation, notamment sur l'unité de court séjour gériatrique. Et on avait des gériatres qui ont proposé des prises en charge complexes. Donc ça, c'était plutôt c'est intéressant. Et puis, ça permet d'actualiser, on avait aussi une partie actualisation des connaissances. On n'a pas oublié la revue de pertinence pour autant. Par contre, elle se réalise plus entre médecins prescripteurs et pharmaciens qui analysent ce service de soins, en fait. Voilà, diapo. Donc, voilà, ce groupe de travail, en gros, a évolué, on l'a maintenu, on a vraiment souhaité le maintenir depuis 2017. Bon, son but premier, c'était aussi d'émettre des recommandations. Donc, on voit qu'en 2017, on en avait fait sur la prise en charge de façon générale chez du patient âgé. Ensuite, on avait fait sur des prescriptions plus hypnotiques, anxiolytiques et antidépresseurs. Et puis, en fait, chaque année, on retravaille des thématiques. Et là, sur les dernières thématiques abordées, c'était aussi sur les demandes médicales d'avoir un focus sur le syndrome sérotoninergique. Et en cas de, pour resensibiliser les médecins par rapport du coup à ce syndrome et à y penser s'ils ont des patients à traiter. Et puis, tout ça, ça se fait en collaboration aussi avec l'équipe qui est en charge de la déprescription des MPI en lien avec le CAQES, où on a fait un flyer à destination des médecins, un audit de prévalence, un audit de pertinence. Donc, tout ça, on le travaille aussi au sein de ce groupe de travail. Diapo suivante. Du coup, pour mettre en place des revues du coup, de pertinence de prescription, parmi les leviers, inévitablement, il faut trouver un médecin ou deux qui adhèrent au concept et voilà, qui veulent travailler avec les pharmaciens sur ce sujet. Le mot pour nous, ça va être un peu d'être adaptable parce que il faut s'adapter au calendrier des médecins, anticiper les dates de réunion bien en amont. Également, voilà, composer avec chacun sur aussi comment ils veulent travailler, sur quel sujet. Enfin, on voudrait mettre un cadre bien figé et en fait, on se rend compte que voilà, qu'on s'adapte à nos interlocuteurs. Un autre levier qui est assez intéressant, c'est le fait d'être pas tout seul pour animer un peu ces revues de pertinence, de prescription, c'est d'être 2 pharmaciens parce que dans n'importe quel groupe de travail, en fait, il y a toujours des moments où on est plus ou moins motivé. Des fois, c'est vrai que quand on a eu les médecins qui étaient voilà, c'était compliqué la communication entre eux, on avait un peu envie peut-être des fois de baisser les bras et finalement, le fait d'être 2, ça permet de toujours de pas abandonner et d'aller de l'avant, de continuer à penser aux patients et à travailler avec les médecins.
Le fait de générer des recommandations pour l'ensemble des praticiens, ça aussi, c'est quelque chose qui est bien parce que ça nous motive nous, mais ça motive aussi les autres médecins parce que du coup, ça les implique et ils sentent qu'une fois que les documents sont diffusés et ils peuvent être appliqués dans d'autres services qui sont non gériatriques, c'est quand même une certaine satisfaction pour tout un chacun de voir qu'on optimise les prises en charge. Le fait d'avoir des réunions en présentiel, ça, clairement pour les échanges, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus vivant, hein, dynamique. La présence de médecins, qui sont des fois même remplaçants, alors sur des périodes quand même assez longues, on les connaît, et également de médecins en formation, ça permet, d'enrichir un peu l'équipe, d'apporter d'autres points de vue et puis, d'échanger. Ça donne un certain dynamisme, dans les réunions et puis, c'est vrai, on le voit, il y a d'autres établissements qui en font et ils disent que si on a nous, on n'a pas c'est pas le cas, mais si on a des internes, des externes, c'est les revues de pertinence de prescription, c'est très formateur, sur, l'optimisation des prises en charge. Donc, c'est très intéressant. Et puis, nous, dans notre établissement, puis c'est le fait, de faire des revues de pertinence peut être valorisé dans le cadre, du coup, d'un programme, de PP, d'évaluation, des pratiques professionnelles. Après, sur les freins, ça, on en conviendra tous, c'est les ressources humaines, hein. On est limité, par, voilà, nos effectifs, pharmaciens, médecins, par la disponibilité des médecins. Du coup, c'est eux qui mènent un peu, la danse, sur le rythme des réunions également. Et puis, nous, ce qui nous a freinés finalement, c'est vraiment cette sensation de compétition, de jugement entre gériatres où, on va essayer de désamorcer la chose, mais ça dépend vraiment des personnalités, des médecins présents. Des fois, ça va bien fonctionner et puis, des fois, ça marche pas entre eux et du coup, ça rend le travail, plus compliqué, pour nous, donc les rapports d'hiérarchie également. La mobilisation importante de la pharmacie, ça, c'est un point, c'est vrai c'est à nous de préparer les dossiers, les médecins sont d'accord, ils réclament quand même ces réunions, mais c'est quand même à nous de la piloter, en fait. C'est pas les médecins qui pilotent, la réunion. Donc c'est vrai que ça demande pas mal d'investissement, pour nous de chercher les dossiers, de préparer et d'analyser, avant, enfin voilà. Un frein aussi, c'est, la mise à jour des connaissances. En fait, pour faire, une bonne revue quand même, de pertinence de prescription, il faut quand même être à jour sur ses connaissances et donc, c'est pour ça aussi que dans notre groupe de travail, il n'y a pas que, la révision des prescriptions. On a quand même un point actualisation des connaissances et si par exemple, le médecin nous demande de voir, par exemple, là, pour la prochaine fois, la vaccination, ça nous permet de revoir, enfin, en gros, les médecins comme les pharmaciens, de se remettre à jour et après d'optimiser, au mieux, les prises en charge, des patients. Et dernier frein, c'est, on va dire, l'informatique, le dossier patient, comment il est fait. On aimerait, dans le meilleur des mondes, pouvoir, se connecter et avoir facilement les informations. Mais pour nous, on voit très bien que sur les dossiers d'EHPAD, le patient à l'admission, les données sont mises et puis, au fil du temps, les informations, les antécédents sont pas mis à jour, il y a des courriers qui se perdent un peu, faut aller reprendre toutes les observations et donc ça rend, quand même, les choses assez chronophages et c'est un peu dommage, alors qu'on a avec l'informatique, de pas être plus structuré et pas plus à jour. Diapositive suivante. Concernant les perspectives, donc nous, on pense, quand même, on va essayer de réintégrer ces revues de pertinence de manière collective et d'arrêter de les délocaliser un peu en individuel et donc c'est de reproposer des critères de sélection aux médecins. Alors, on a pensé aux patients qui sont entrés depuis, moins de 3 mois parce que les prises en charge, du coup, c'est là où, on peut être, on va dire le plus efficient, voilà, pour, ce soit le mieux pour le patient. Et puis, on a un groupe de travail à côté, sur les patients, qui chutent dans les EHPAD. Donc on pourrait se dire qu'on pourrait prendre ce listing de patients et voir s'ils ont des médicaments potentiellement inappropriés, les sélectionner comme ça et réviser ces prescriptions à ce moment-là, sur ce temps de travail. Et puis, on a aussi, on garde le côté court séjour gériatrique, avec des hospitalisations complètes plutôt pour, des cas illustratifs, en fait. Ce ne sera pas de la revue de pertinence, mais, plutôt comme des médecins ressources pour des prises en charge complexes,
et puis nous donner des avis. Après, dans les perspectives, on voudrait associer des médecins spécialistes, peut-être cardiologues, endocrinologues, pour accuser les connaissances et nous aider à optimiser les traitements. Idéalement, ça serait d'associer du personnel soignant, infirmier, parce que c'est quand même c'est une personne qui connaît très bien les patients. Malheureusement, pour le moment, ça semble compliqué étant donné les effectifs qu'on a sur les EHPAD, mais on aimerait. Et puis, dans les projets, on a l'intervention de l'équipe référente sur les MPI dans les services de soins dans le cadre du CAQES. Et donc, du coup, ça serait de déployer des revues de pertinence dans des services qui sont non gériatriques, du coup, en ciblant plutôt les MPI, mais voilà. Et dernièrement, de diffuser plus de recommandations aux autres professionnels sur la prise en charge du patient âgé. Et donc, en conclusion, vous aurez compris que nous sommes sur une méthodologie un peu évolutive, même si le cadre de la revue de prescription est quand même assez figé, mais c'est à nous d'être adaptables et de s'adapter à chaque professionnel. Dans tous les cas, nous, ce travail permet toujours de renforcer la collaboration médecin-pharmacien, et on retrouve cette collaboration dans d'autres groupes de travail, donc dans le CAQES avec les MPI ou dans une EPP chute, dans lesquelles les pharmaciens sont impliqués en collaboration avec les gériatres. On vous encourage à déployer ces activités, et il faut toujours garder un objectif constant, c'est d'optimiser la prise en charge du patient âgé, qu'il soit hospitalisé ou institutionnalisé. Et même si on n'en fait pas beaucoup, on fait en fonction de nos moyens, mais on va essayer d'aller de l'avant. Merci pour votre attention. Alors merci. Donc de nouveau, nous allons prendre des questions concernant les outils type flyer, MPI, médicaments, sous-cut. Est-ce que ce sont des outils qui sont partageables à l'échelle de la région? Existe-t-il un module sur le site de l'Omédite sur ce genre de partage de documents? Alors, du coup, la première partie de la question, c'est pour vous. Bah oui, on pourra les partager. Après, c'est sûr que c'est lié à notre livret thérapeutique. Mais oui, après, sur le principe, oui. Et la deuxième question pour nous, c'est, on a revu un petit peu notre site internet, et vous avez, quand vous allez sur le site de l'Omédite, en haut, vous avez des petits boutons dans la barre grise, et un bouton qui s'appelle outils régionaux. Pour le moment, on y a positionné uniquement les créations je crois qu'on a surtout des serious games dedans. Mais c'est des choses qui peuvent être amenées à se construire, et sinon vous avez accès directement aux outils à l'intérieur des différentes rubriques, y compris sur les pratiques de pharmacie clinique. Donc c'est quelque chose qui peut s'envisager. N'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction qui a été mis. Donc là, vous l'avez, hein, je partage l'écran en même temps que nous parlons. Puisque ce genre de besoin ou d'envie peut tout à fait être reporté donc dans ce questionnaire, puisque nous avons mis en place donc ce premier webinaire autour de la pharmacie clinique, et qu'il faut qu'on établisse un peu un programme d'action en fonction de vos besoins. Donc on a une deuxième question. L'équipe référente MPI est composée de quels professionnels? Alors, gériatre et pharmacien. Un Donc, binôme du coup. chef de pôle de gériatrie et pharmacien, Marine et moi, en fait. Parfait. Je ne vois plus apparaître de questions. Il est 12h25. Vous pouvez aussi vous poser des questions, donc reposer des questions sur les interventions précédentes. Alors, il y avait eu des questions, donc Mélanie et Emeline, si vous voulez reconnecter. Il y avait une question au début sur la présentation donc d'Emeline au change, le nombre de pharmaciens qui étaient dédiés à la conciliation dans ce que vous avez proposé. Alors moi, j'ai un bout de réponse, mais je laisserai la réponse à Emeline. La Ouais, question, tout c'était à l'heure, dédié.
Dédié, mais en fait, on n'a pas de pharmacien dédié à cette activité-là. Donc, comme je disais juste en préambule, on a à peu près 1500 lits et en équivalent temps plein, vraiment temps dédié aux activités vraiment de pharmacie clinique, c'est difficile à évaluer, mais j'irai entre 3 et 4 selon les fluctuations. Donc, sur les 2 sites, parce qu'on a plein d'autres activités, donc on n'a pas une équipe dédiée. On s'était posé la question pendant un temps de se dire un pharmacien qui aurait une ligne de bilan, entre guillemets, de bilan de médication par jour qui tournerait entre nous. C'est quelque chose qui motivait les équipes, c'est intéressant parce qu'au moins on ne peut faire que ça et on n'est pas intercepté. On a beaucoup de demandes d'avis, de plus en plus de demandes d'avis pharmaceutiques très poussées qui nécessitent une recherche de plus d'1 heure. Donc on les a un petit peu comptabilisés. On essaie aussi de les tracer sur notre logiciel, notre DPI. Donc c'est pas exhaustif, mais par exemple, l'année dernière, on a fait plus de 150. C'est sûr qu'on a fait plus parce qu'on les a pas toutes tracées, mais ça prend du temps aussi. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas d'équipe dédiée, non. Une autre question, pour, ce que vous avez qualifié de niveau 1 et de niveau 2 en ce qui concerne la Mmh. conciliation, c'est une validation interne de cette activité avec votre copil de pharmacie clinique? Oui. Oui, oui. C'est d'ailleurs, dans ce cadre-là qu'on avait déterminé cette terminologie. Donc niveau 1, je rappelle, c'est que c'est une analyse à partir des données issues du dossier patient, sans confronter à une discussion avec le patient, sans entretien en fait. Heu, alors je pense qu'on avait déjà répondu à la question, mais il y avait une question qui était revenue en toute fin de présentation, c'était, du coup, vous n'utilisez pas de grille de priorisation des patients pour la conciliation? Après tout ce que j'ai montré, c'est vrai qu'initialement, oui, on avait essayé de sélectionner, et cetera. Maintenant, là, si on parle en 2024, heu, on part vraiment de la demande médicale. Il y a pas une grille, en fait. Il y a plus de grille. Non. Ensuite, pour les 3 présentations, si vous avez recherché, dans les évolutions et la recherche, de financement, il y avait enfin de financement ou d'activité, de rapport à l'activité, il y avait 2 questions plutôt transversales en lien avec les activités de pharmacie clinique. La première, c'était: «Avez-vous connaissance, d'un nombre d'ETP de pharmaciens cliniciens versus un nombre de lits pour, développer ces activités-là?» Et la deuxième, c'était, «Parvenez-vous ou avez-vous, une notion de valorisation financière des actes ou de vos actes de pharmacie clinique?» Je sais pas si je peux parler pour le change. Alors effectivement, je pense que ça serait intéressant pour, défendre des postes de pharmaciens cliniciens qu'il y ait un ratio qui soit un petit peu validé au niveau national, qu'on sache que pour, tant de lits, il faut un minimum de temps, d'équivalent temps plein de pharmaciens cliniciens. Parce que c'est toujours compliqué d'aller discuter, je pense qu'on a tous les mêmes soucis, avec, nos directions pour statuer sur le nombre de postes. Donc c'est difficile de savoir le nombre exact et la deuxième partie de la question, je l'ai oubliée, c'était, pour valoriser les activités. Donc j'avais eu, la chance d'encadrer une thèse avec, donc c'était, Laure, une collègue, Laure. On avait essayé de valoriser l'impact économique des interventions pharmaceutiques. Parce qu'en fait, le Cléo, quand on utilise l'échelle Cléo, l'aspect économique de l'échelle Cléo, par exemple, si un patient est insuffisant rénal et qu'on propose une adaptation de l'apixaban, parce qu'il y a vraiment un risque hémorragique, finalement, on va juste éviter 0,02 centimes d'euros à l'établissement parce que l'apixaban, c'est presque donné. Parce qu'on regarde que l'impact économique du médicament. Nous, on avait essayé de regarder l'impact économique de l'erreur évitée. Parce qu'en fait, un de nos problèmes, enfin, c'est une chance, mais quelque part, c'est un peu un problème chez nous, c'est que, pour les pharmaciens, c'est que nous, on ne produit pas d'activité, on évite des erreurs. Donc, on avait essayé de montrer l'impact économique des erreurs évitées. Donc, par exemple, si on évitait une hémorragie dans un cas particulier, on analysait les dossiers avec un médecin. On regardait la fréquence de survenue d'une hémorragie en cas de surdosage à l'apixaban, par exemple, et on regardait le coût de prise en charge d'une hémorragie digestive dans la perspective économique de l'hôpital.
C'était très, très complexe à mener parce que ça dépend de plein de facteurs. Mais quand même, on avait pu montrer que, quand on évite ce type d'erreur, il y a un impact financier pour l'établissement. Un coût évité, en fait, mais ça ne rapporte pas de l'argent. Et une des limites de ça, c'est qu'on part dans la perspective économique de l'hôpital qui est différente de la perspective économique de l'assurance maladie. Mais moi, je rêverais d'une échelle où on pourrait coter en disant que, suite à ce type d'OP, on a évité, tant, enfin, l'impact économique est de tant pour telle OP. C'était un peu notre but de faire une sorte d'échelle, mais c'est complexe parce que ça prend en compte pas mal de facteurs, en fait. Je vais proposer une dernière question. Donc c'était, au change, quelles étaient vos 3 sources à vous dans votre expérience pour, la réalisation de la conciliation? Ah, ton micro est coupé, Emeline. Ouais. C'est assez, variable. Donc, il y a, l'ordonnance, papier avec laquelle le patient les ordonnances, l'entretien avec, le patient, l'appel passé à l'infirmière libérale, qui passe à domicile, le pharmacien, d'officine, la famille ou la personne qui aide à la préparation des traitements. Voilà. Et merci. Nous n'avons plus de questions. Il est maintenant 12h30 légèrement passé. Ah, du coup, j'ai encore une question. Comment coopèrent les pharmaciens d'officine? Alors c'est pareil, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le mettre dans l'évolution. En 2012, ça avait été quasiment un tollé quand on les appelait, enfin au tout début, 2015-2016, quand on les appelait, ils nous disaient qu'ils ne voulaient pas répondre par téléphone, et cetera. Je trouve qu'il y a 2 choses qui ont permis de fluidifier la communication. D'une part, c'est l'implication, des professions libérales dans notre copil ville-hôpital, où en fait, ils se rendent bien compte qu'on tient compte de leurs difficultés. Par exemple, ils nous avaient stipulé, de grosses erreurs, sur les ordonnances de sortie. Donc on a pu mettre en place une EPP sur les ordonnances de sortie en tenant compte vraiment, de ce qu'ils observaient, et ça a permis bah, de renforcer un petit peu le lien avec eux. Ils se sont rendus compte qu'on mettait tout en œuvre pour, améliorer les choses. Et la 2e chose qui a permis de sécuriser, de fluidifier la communication, c'est la messagerie, Mon Sisra, qui est quand même bien déployée en tout cas sur notre département. Une autre question, avez-vous accès au dossier pharmaceutique des patients? Ouais, alors, justement, pas encore. Donc il y a un fameux logiciel, je crois que c'est le logiciel FAST. Donc là, on a fait 2 demandes depuis, quelques années, je dirais, à notre système, informatique. On n'a pas encore de retour. Je pense qu'on va aboutir cette année, mais, pour l'instant, on ne l'utilise pas. C'était un petit peu complexe jusqu'à une certaine période parce qu'il fallait l'accord du patient. Là, depuis quelques mois, je crois qu'on peut utiliser via le logiciel FAST, une fois que la carte vitale est lue, on peut avoir accès aux données. Donc c'est quelque chose, qu'on devrait voir aboutir, courant 2024. Alors le COPIL Ville-Hôpital, les membres, donc nous avons tout le monde, c'est-à-dire nous avons les représentants des conseils de l'ordre des pharmaciens, des médecins, les URPS médecins, URPS pharmaciens, la CPTS, représentant de nos CPTS. Et du coup, on a des représentants de pharmaciens, médecins, infirmiers aussi qui appartiennent à la CPTS. Et on fait relire, quand on prend en compte quelque chose, à l'association des usagers des patients, de l'hôpital aussi, pour intégrer le patient, aussi dans la démarche. À la fréquence, pardon? On arrive à faire, une réunion, annuelle. Initialement, c'était 2 par an et puis, depuis le covid, c'est compliqué, donc on fait une réunion, tout début de l'été, chaque année. Bon. Merci. Merci aussi. Donc il me reste à remercier donc, nos 3 intervenants. Un grand merci pour, le travail fourni, pour, le support et ce partage d'expériences, fort enrichissant sur vos méthodos de travail et vos retours d'expérience.
Pour les participants, avant de vous déconnecter, vous avez un petit questionnaire de satisfaction qui nous permet de recueillir aussi vos suggestions sur, éventuellement d'autres thèmes ou les prochains webinaires ou d'autres formats de formation si vous avez des suggestions pour, autre chose que des webinaires. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à bientôt. Merci Karine, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.